nous sommes en train de parler, comment enseigner l'évolution aujourd'hui et les problèmes que ça pose compte tenu du néo-créationnisme. Et après, bien, on pourra remonter, pourquoi pas, à l'histoire de l'évolutionnisme et puis aux différents aspects de l'évolutionnisme contemporain tel qu'il a été abordé au cours de ces 3 journées. Tout à fait. Si un élève pose la question, quel est le sens de l'évolution? D'abord, est-ce que c'est vraisemblable qu'il pose cette question? Et ensuite, que lui répondre? Le terme sens est utilisé. Il me semblerait qu'il faut examiner chez l'élève qu'est-ce qu'il entend par sens. Parce qu'il y a le sens au sens de direction et il y a le sens au sens de signification métaphysique. Allez, allons-y. Et il y a effectivement une organisation que nous avons abondamment citée aujourd'hui et qui joue véritablement sur les mots en organisant des congrès entiers, des congrès donc sur science et sens, où on invite des scientifiques au nom de leur communauté professionnelle. Donc il s'agit bien pas d'individus, mais de scientifiques invités ès qualité pour discourir sur le sens métaphysique du monde réel tel qu'il existe. Et en cela outrepasse d'ailleurs le contrat dont j'avais parlé, le contrat du laboratoire tacite, qui consiste à laisser les questions métaphysiques au vestiaire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire pour soi, mais en tant que scientifique dans une communauté, ce n'est pas le but de la communauté de faire ce travail-là. Il y a des philosophes qui sont effectivement beaucoup mieux placés pour le faire. Alors l'élève, je reviens à l'élève, y a-t-il un sens à l'évolution? Au sens métaphysique, il me semble que ce n'est pas à l'enseignant de SVT, et là je suis tout à fait Dominique sur cette question, ça ne serait pas au prof de SVT de répondre à la question. Si on veut y répondre, s'associer avec le prof de philo serait souhaitable. Le prof de philo peut peut-être prendre en charge ce type de demande. Enfin, je ne veux pas imposer un avis, on est prêt à en discuter. Sinon, pour le sens au sens de direction, eh bien, on a produit, des scientifiques et des journalistes ensemble ont produit des outils pédagogiques pour essayer d'expliquer que la biodiversité se déploie en toute direction. Quand je dis direction, j'entends par là les environnements donnés disponibles à la vie dans son déploiement, en fait. Et qu'il y a des outils pédagogiques aujourd'hui qui expliquent que la biodiversité se déploie. On utilise la métaphore de la sphère, ce qui évite à l'élève de percevoir un sens précisément, un sens au sens de directionnalité. La sphère, la métaphore de la sphère ne présente plus un déploiement phylogénétique comme on le faisait avec Simpson et ses chevaux. Ça n'est plus non plus une phylogénie carrée où l'élève aurait tendance, ou le public dans un musée d'ailleurs, a tendance de lire de droite à gauche ou de haut en bas. La métaphore de la sphère est bienvenue dans le sens où il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Tout le monde est à la même périphérie de la sphère, et ce qui est à l'intérieur de la sphère, ce sont des relations d'apparentement. Évidemment, il s'agit d'un modèle, bien sûr, une métaphore de grande généalogie théorique du vivant. Cette métaphore exprime le fait que les scientifiques organisent la biodiversité sans direction privilégiée, et que si l'homme est à la surface de cette sphère à l'égalité d'autres espèces, ça n'est pas une négation de la valeur qu'on attribue à l'homme, mais c'est simplement le fait que les scientifiques phylogénéticiens ne traitent pas de questions de valeur. Donc je crois que dans les documentaires, d'ailleurs, ça manque encore aujourd'hui, de dire que si l'homme est à la surface de la sphère avec les autres espèces, c'est pas pour affirmer nécessairement que l'homme ne vaut pas plus qu'une autre espèce. Les scientifiques ne s'énoncent pas sur le discours des valeurs, par contrat. Simplement, ça dit, la science phylogénétique, comme toute science, dans ses résultats, ne gère pas des questions de valeur. Alors, je ne vous sers pas une vision angélique des sciences. Dans le passé, il y a eu des mélanges, je vous l'accorde. Il y aurait bien des exemples à raconter. Mais aujourd'hui, les plus conscients d'entre nous dans ces matières-là s'emploient à souligner justement cette neutralité dans le discours du sens et dans le discours des valeurs. Merci Guillaume. Michel, si tu veux intervenir. Oui, je vais intervenir, mais je pense qu'on peut réinvestir dans cette discussion sur l'enseignement des choses qu'on a vues dans le reste de ce colloque sur 150 ans d'évolution. Et on ne peut pas répondre indépendamment aussi des contenus scientifiques, des savoirs et des ignorances du chercheur.
On a vu notamment Jean Gaillon nous présenter le fait qu'on ne pouvait pas, en sciences de l'évolution notamment, différencier ou séparer arbitrairement les patterns et les processus, c'est-à-dire la constatation, la monstration de l'évolution dans sa succession, comme nous le montrait de manière un peu caricaturale de Nicolas tout à l'heure, et puis les mécanismes que l'on entrevoit, que l'on a mis en évidence. Et à ce niveau-là, on a vu quand même présenter dans les mécanismes de l'évolution aussi le rôle du hasard. Le hasard est très important dans l'évolution génétique notamment, et puis je dirais dans les aspects contingents de l'évolution. Et ça doit faire partie, à mon avis, du cours sur l'évolution, indépendamment de la sélection naturelle. Et la sélection naturelle doit être présentée comme un processus, et non pas comme, si j'ose dire, elle doit être bien différenciée de la sélection de l'éleveur, qui sélectionne avec une idée a priori de ce qu'il va sélectionner. La sélection naturelle est complètement différente, et cela doit être absolument enseigné en même temps par l'enseignant de SVT, qui à ce niveau-là doit être un pédagogue, doit être aussi un épistémologue, qui peut faire la part entre l'intuition darwinienne de la sélection artificielle comme preuve de la possibilité de la sélection et les mécanismes naturels qui ont été mis en évidence par Darwin. Et c'est sûr que hasard et accident, c'est difficile à mettre dans un sens, effectivement. D'autres questions, interrogations, commentaires? Oui, monsieur, oui. Oui, j'aurais voulu insérer une question à propos de l'aspect enseigner l'évolution. Moi, j'ai été très intéressé par les deux dernières interventions parce qu'elles concrétisent assez bien les contenus, la manière de pratiquer et aussi l'historique évolutif, je dirais, des programmes. Et alors, compte tenu du fait que j'atteins un âge certain, j'en ai vu défiler des programmes. J'ai vu aussi des évolutions à long terme de ces programmes dans le secondaire et la rétroaction parfois catastrophique de l'évolution de ces programmes au niveau de l'enseignement supérieur et de l'université. Alors, moi, un des problèmes que me posent les programmes actuels, et surtout peut-être l'évolution des programmes autour des 40 dernières années, c'est un problème de déséquilibre entre ce que je dirais l'addition et la substitution. Les connaissances allant sans cesse en augmentant et à une vitesse de plus en plus élevée, il est évident qu'il faut tenir compte de ces progrès au niveau de l'enseignement secondaire, et ceci va entraîner, le nombre d'heures étant strictement délimité, un féroce phénomène de substitution dans l'apprentissage des connaissances. Et moi, j'ai connu des générations entières d'étudiants et, par voie de conséquence, de jeunes professeurs qui savaient tout sur l'expression de tel gène ou qui connaissaient assez bien la dynamique des écosystèmes, mais qui n'avaient pratiquement plus aucune notion, ne serait-ce que d'anatomie humaine générale, beaucoup moins bonne que celle qui était enseignée dans les lycées et collèges dans les années 20 du XXe siècle, et donc où la notion d'organisme avait été oubliée à tel point qu'on avait du mal à reconnaître une girafe d'une libellule, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes dans les écoles. J'exagère un peu, bien volontiers, mais quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas un certain équilibre à trouver ou à retrouver entre les aspects, je dirais, culturels larges, des aspects un petit peu plus précis sur les structures anatomiques, et bien entendu, cela ne doit pas être au détriment des autres niveaux d'intégration dont la connaissance est absolument indispensable, les niveaux d'intégration très élevés écosystémiques, les niveaux d'intégration moléculaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un certain équilibre à retrouver? La rétroaction est très importante au niveau des universités. Il ne faut pas l'oublier aussi. Si on n'enseigne plus d'anatomie comparée au niveau de l'enseignement secondaire, les formations supérieures correspondantes dans l'université disparaissent. Et ceci est extrêmement grave, y compris pour la recherche scientifique. Bien sûr. Monsieur.
Oui, j'ai constaté que les scientifiques se donnent une mission très difficile pour lutter contre le créationnisme. Or, il me semble tout de même que l'éducation nationale est trop timide et qu'il faudrait lancer l'enseignement sur les religions. Et actuellement, le professeur Thomas Romer fait un cours ici, et il y a un succès fou parmi les gens qui sont tout de même âgés. Donc il y a un besoin de connaissance de l'histoire des religions. Je peux répondre en partie sur les notions justement de créationnisme et l'impact qu'a la religion sur, alors peut-être moins les étudiants, mais les élèves du secondaire. Il nous est arrivé, en tant qu'universitaires, d'être appelés dans des lycées et pour faire donc des conférences sur Darwin, préciser ce qu'il en est. Et parmi les questions, c'est tout à fait celle qu'a dit Mme Fortin tout à l'heure, il y en a certaines qui arrivent. Et que dit la Bible, que dit le Coran? Est-ce que ça s'oppose, est-ce que ça ne s'oppose pas? Je ne suis pas un partisan fanatique du concordisme, c'est-à-dire de retrouver dans les livres sacrés des images de l'évolution. Néanmoins, j'ai, suite à leurs questions, trouvé deux pistes. Pour les judéo-chrétiens, on voit beaucoup des images qui sont dans les musées créationnistes. Je rappelle néanmoins que il suffit de relire la Genèse, que dans la Genèse, il y a deux histoires de la création. Dans la première que l'on voit toujours, c'est effectivement le déroulement avec l'homme situé à la fin et les créations étaient faites auparavant. Dans la seconde partie, qui traduit une autre vision des écrivains, disons, de la Bible, l'homme est créé au départ. Il est créé au départ et c'est ensuite que les animaux et les plantes sont créés pour servir l'homme. Donc je veux dire que pour un judéo-chrétien, dès le départ, dans son livre, dans le livre, il y a une possibilité de, si ce n'est de doute, mais au moins de questionnement. Et quand on le présente à des publics grands, moyens, etc., on leur montre donc que, effectivement, leur propre livre les amène à une réflexion, et ça a été conservé. Ça a été conservé dans le livre saint. Donc ça peut vouloir dire quelque chose. Pour les élèves musulmans, il faut bien distinguer musulmans de l'islam. Hein. Pour les élèves musulmans, il y a de nombreuses sourates. L'évolution est un peu plus délicate à retrouver. Néanmoins, une sourate fort intéressante, qui est la sourate 96, dans laquelle il est dit « Et Dieu créa l'homme à partir d'un caillot de sang ». Alors, si Dieu crée l'homme à partir d'un caillot de sang, de quel sang s'agit-il? Et donc, vous voyez qu'on ouvre la voie pour un étudiant ou un élève musulman, on ouvre la voie à une réflexion en se disant mais il y a peut-être quelque chose avant, et Dieu lui-même a créé. Bon, personnellement, j'arrête là parce qu'il ne s'agit pas de trouver des images strictes. Hein, donc, mais voilà, il y a un bout de chemin qu'on peut faire avec les élèves et les étudiants et le grand public, qu'il ne faut pas oublier, qui leur permet de bien ne pas s'affronter, parce que tous ces affrontements me semblent parfaitement inutiles. Celui qui est créationniste, il n'écoutera absolument pas le discours de l'évolutionniste, et l'évolutionniste dira tous les jours c'est 3-0, 0-3, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'un débat dans lequel on essaie de montrer, et on l'a fait à Tours. À Tours, on a fait une rencontre entre chrétiens, israélites, musulmans et non-croyants, qui a été extrêmement intéressant. Les gens de la mosquée sont venus, de la synagogue, et tout le monde a discuté. Alors je sais bien que la Touraine est une terre de consensus, mais je pense que c'est le genre de dialogue qu'il faut essayer de développer un petit peu partout. Voilà. Donc la non-opposition des deux. Pour reprendre le livre, Et Dieu créa Darwin, je pense qu'il y a plein de choses là-dedans qui répondent aux questions qu'on se pose ici. Là. Pourquoi est-ce que Darwin est venu? Puisqu'il a bien voulu qu'il vienne, finalement. C'est Gould qui dit ça. Oui, autre remarque? Bonjour, donc j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure d'apprendre ce que les élèves préparaient pour leur bac scientifique. J'aurais voulu un commentaire justement sur les résultats d'une enquête qui a été menée pendant 3 ans à l'université d'Orsay auprès de plus de 1100 étudiants. Donc il y a un questionnaire anonyme qui leur a été présenté et voici les résultats. Plus de 12% des élèves refusent de placer l'homme dans le règne animal. Plus de 9% récusent que toutes les espèces vivantes connues aient un ancêtre commun. 12% ne conçoivent pas que plusieurs espèces d'hommes aient pu coexister. 20% affirment que l'évolution se déroule selon un plan préétabli. 36% ne pensent pas que l'apparition de la vie sur Terre résulte uniquement de processus physico-chimiques. Et enfin, 32% estiment que l'évolution n'est qu'une hypothèse et pas un fait établi.
Ils ont un bac scientifique, ils sont en première année de licence biologie. C'est monsieur Rojac, Ah, pardon. Je ne sais pas, vous avez dit par exemple 20% de... Vous pouvez me redonner l'un de vos chiffres? Bon, bah écoutez, excusez-moi de la pirouette, mais je me félicite que 80% ne le pensent pas. Je trouve personnellement ces chiffres relativement très inquiétants quant aux résultats bruts de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire qui est venu avant. Oui, il doit y avoir dans ces chiffres une superposition partielle de certaines assertions et avec d'autres. Hein. Ça dépasse 100%. Voilà, d'accord. Ils cherchent actuellement un thésard ou un jeune chercheur qui pourrait en fait détailler les réponses de façon plus fine, et ils aimeraient étendre ce questionnaire à d'autres universités. À Montpellier, ils ont essayé le questionnaire jusqu'à quelques mois, et à cause des grèves, ils n'ont que partiel. Les aléas du hasard, vous voyez un peu. Hein. Est-ce que ce questionnaire ne pourrait pas être généralisé dans nos universités en Belgique afin de justement estimer, d'évaluer les connaissances des étudiants en matière de... Alors, je sais, il y a des initiatives multiples en fait qui se développent sur ce thème. Il y a un mois, il y avait, pas très loin d'ici, un colloque sur théorie de l'évolution et religion, où ont été présentées d'autres statistiques, plutôt dans l'enseignement secondaire, et ce serait intéressant de vous mettre en contact avec ces gens-là, en fait, parce qu'il y a certainement un travail commun à faire sur ces questions. Cela dit, ça souligne des choses qu'on s'est dites. J'ai pas de solution toute faite, mais je pense quand même qu'une identification de périmètre de sciences quelque part dans le cursus, ça devrait aider à faire baisser ces chiffres. Bon, pour enfoncer le clou, quoi. Juste on l'avait déjà abordé, évoqué. Qu'est-ce qui fait choc? Quel est le point clé? Plusieurs personnes l'ont dit, le mot du hasard. Hein, c'est quel est le sens? Les questions sont toujours les mêmes. Quel est le sens? D'où vient-on? Où va-t-on? C'est toujours ça. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il une force quelque part? Et ce hasard, il est très difficile à comprendre. Que nous puissions être là simplement par hasard, c'est très difficile à comprendre. Alors, il y a deux solutions. Ce que disent les scientifiques, Darwin a terminé sa vie, d'après ce qu'on nous dit, en étant agnostique. Et je trouve que pour un scientifique, c'est une bonne position. Parce que Dieu existe, que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, lui seul le sait. Le scientifique, il s'arrête à un moment donné, il s'arrête à 1 seconde après le Big Bang, et puis, oui, après le Big Bang, et avant, on ne sait pas. Donc là aussi, c'est de ne pas heurter les gens en faisant croire qu'on a une solution, qu'on est pour ou contre. Ça appartient, Guillaume l'a dit, à la sphère personnelle, etc. Mais néanmoins, ce que dit Darwin, c'est le dénominateur commun de l'humanité. Ça appartient aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants. Et ce qu'il faut essayer de faire passer, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre science et croyance, mais que vraiment Darwin, c'est notre patrimoine. Voilà, c'est notre patrimoine à tous. Ensuite, à chacun de rajouter une couche s'il le souhaite ou pas. Hein. Mais vous savez, croire en Dieu ou croire en un non-Dieu, c'est aussi une croyance. Juste un mot sur le hasard. Le hasard, la loi du hasard est conçue comme parfaitement scientifique en cours de maths, en cours de probabilité, en cours de physique. C'est vraiment la base. On ne peut pas s'en passer. Elle est parfaitement acceptée par les élèves, d'une certaine manière. Mais quand on passe à la classe de sciences de SVT, où on est encore en sciences en principe, elle est difficile à admettre, à accepter, alors qu'elle est tout aussi scientifique. Et ça, c'est un barrage épistémologique ou psychologique important, je crois, à rompre, à dépasser pour les pédagogues. Le mouvement de l'intelligent design prétend montrer par des calculs de probabilité que, naturellement, toute l'évolution est impossible. Et je pense qu'il est extrêmement important, de ce point de vue-là, de montrer, ça a été très bien montré par un certain nombre de collègues, que l'usage des probabilités par les tenants de l'intelligent design est totalement biaisé. Bien sûr, tout à fait.
puis on ne tient jamais compte des distances de temps, en fait, hein, qui sont absolument fondamentales dans ces mécanismes. Bien sûr, conditionnels complètement. Oui, monsieur. Juste une petite réflexion concernant justement le paradoxe des sciences de la vie. À vrai dire, quand on veut faire des sciences de la vie, il faut absolument désincarner la vie. Et si on ne désincarne pas, effectivement, on est tout de suite pris dans un engrenage. Et le scientifique qui travaille effectivement en sciences de la vie, d'un certain côté, il fait une abstraction et il reste en quelque sorte dans une science de la vie complètement désincarnée, mais qui est la seule qu'il peut, disons, traiter sans avoir à mettre dedans trop d'affect. Daniel, si je peux comment dire, amplifier ce que tu dis en élargissant en termes de politique, en regardant comment dire, la marqueterie des opinions politiques en Europe ou même en France, enfin surtout dans un contexte européen, on s'aperçoit que les anti-évolutions en Europe, c'est tout à fait juste ce que tu dis, parce que ça va même plus loin, les anti-évolutions, les anti-féministes, les anti-avortements, les anti-utilisation de cellules souches à but thérapeutique, les anti-mères porteuses, etc., etc. Si tu peux faire la liste, en fait, il n'y a pas de rapport entre être anti-évolution et être anti-mère porteuse, par exemple. En fait, c'est par son négatif qu'il y a un rapport. C'est l'essentialisme philosophique qui sert de soubassement à un ensemble de postures politiques. On peut se demander pourquoi systématiquement les gens qui sont contre l'évolution sont aussi conservateurs, dans le sens où je viens de le dire, pour bien d'autres options qui relèvent du domaine social, hein, économique, social et politique. Eh bien, c'est effectivement cette incarnation dont tu parlais qui relève de l'essentialisme et qui explique que si on ne peut pas utiliser un embryon au stade 8 cellules pour faire autre chose qu'un homme, même s'il est congelé, même s'il n'est pas porteur d'un désir parental, c'est parce que tu as l'essence humaine qui est incorporée dans cet embryon. C'est parce que la femme est par essence différente de l'homme qu'elle n'a pas les mêmes droits dans certains pays. Donc cet essentialisme qui nous redescend directement de Platon, on ne peut pas faire de biologie dedans. Mais je le cite parce que ça explique en partie pourquoi il y a cette convergence de postures politiques avec un anti-évolutionnisme, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et souvent même dans d'autres pays. À titre de plaisanterie, Daniel, je dirais qu'il est aussi plus facile à un paléontologue d'avoir une vision un peu désincarnée. Oui, vas-y, Michel. Oui. Sur cette question-là, je pense aussi qu'il faut renouveler aussi nos arguments pour expliquer ce que c'est que l'évolution. Quelque part, on est un peu conservatif aussi. Je vais te donner un exemple. Là, je parlais tout à l'heure d'un colloque où il y avait des spécialistes de sciences religieuses et de biologie qui parlaient d'évolution et de sciences religieuses et de religion. Donc, la plupart des gens qui étaient dans ce colloque, en fait, c'est des spécialistes des religions. Donc, la question, c'était comment, aujourd'hui, au XXIe siècle, expliquer à des gens dont ce n'est pas la spécialité, mais qui sont quand même des universitaires, la conception actuelle sur la théorie de l'évolution. Eh bien, on n'a pas utilisé ces arguments classiques. On a fait un exposé sur la médecine, la biologie de la santé aujourd'hui et l'évolution des pathogènes. Alors là, les gens se sont sentis directement concernés. Et ils ont parfaitement compris ce que c'est que la sélection naturelle, ce que c'est que le hasard, pourquoi l'évolution, elle existe encore aujourd'hui dans notre monde, et pourquoi, en fait, elle remet en cause notre santé tous les jours lorsqu'on va dans un hôpital où il y a des maladies nosocomiales. Et ça, c'est très important. Et c'est très important parce que ça utilise l'argument choc de la théorie de l'évolution aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la recherche expérimentale en biologie sans utiliser la notion d'évolution. On ne l'a pas tellement développé dans ce colloque, parce que ce n'était pas tellement l'objet du colloque, mais si on prenait au hasard un échantillonnage d'une communication scientifique dans n'importe quel congrès de biologie avancée aujourd'hui dans le monde, il serait très difficile de trouver un scientifique qui, pour une raison ou une autre, n'utilise pas les aspects les plus avancés de la théorie de l'évolution aujourd'hui, avec le hasard, avec la sélection naturelle, avec tout. N'importe quel chercheur qui fait de la biologie cellulaire ou moléculaire la plus plate, il est obligé de se poser la question de l'évolution des structures.
En général, il suffit de travailler sur un gène. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on travaille sur un gène et qu'on veut avoir des connaissances élémentaires sur ce gène, les connaissances admises? On va dans une base de données. On cherche dans, si je peux dire, la métabanque de tous les gènes qui ont été séquencés dans le monde vivant, le gène le plus proche. On essaie de reconstituer la famille multigénique dont est issu le gène sur lequel on travaille. On regarde leurs fonctions. En fonction de ça, on refait un peu le travail que nous a représenté la personne du Génoscope ce matin. On essaie de comprendre quelles sont les duplications de gènes, quels sont les changements de fonction qui ont présidé à l'évolution du gène sur lequel on travaille. Et après ça, on se dit, avec ça, j'ai réussi à focaliser, à réduire l'incertitude, à focaliser mon travail sur un certain nombre de fonctions, et je vais étudier comment le gène sur lequel je travaille précisément s'est adapté à un nouveau contexte. On est obligé de faire de l'évolution pour faire de la recherche expérimentale aujourd'hui. Ça, on ne l'a pas dit, mais de ce point de vue-là, la phrase de Dobzhansky 73 dont parlait Dominique Roja tout à l'heure est devenue tautologique en biologie aujourd'hui parce qu'elle est vraiment inscrite dans le quotidien du chercheur. Il n'y a aucun rapport médical avec la recherche médicale, donc des drosophiles, des coléoptères, etc. Et nous utilisons les génomes qui ont été séquencés par un certain nombre d'instituts américains parce que c'est une base de connaissances importante. Et en général, ils ont été séquencés avec des crédits de NIH, de l'Institut national de la santé américain, parce que suite à ces rapports dont parlait Armand de Riclès, ils ont séquencé plein d'organismes dans le monde vivant qui n'ont aucun rapport direct avec la santé de l'homme, parce que ce sont des bases de connaissances extrêmement importantes pour comprendre le fonctionnement des génomes en général et du génome de l'homme en particulier. Je regrette que Michel Morange ne soit pas là, mais j'espère que le paysage qui est décrit là vaut de maintenant et dans le futur, mais Michel Morange vous explique très bien, en général, que la biologie moléculaire, au sens le plus fonctionnaliste et le plus mécaniste, a quand même passé 40 années de recherche en ignorant superbement la théorie de l'évolution. C'est peut-être plus vrai aujourd'hui, mais on sort tout juste d'une période où cette biologie était aveugle. Ça vaut le coup de le rappeler quand même, de ce point de vue-là. Enfin, borgne, on devrait dire, pas aveugle, mais borgne. Et je rappelle que dans les programmes actuels, il y a encore des disciplines qui sont difficiles à faire passer et pourtant fondamentales aujourd'hui pour les travaux que l'on veut développer. Mon voisin voulait revenir sur l'exposé sur le clonage des mammouths. Oui, je voudrais peut-être changer un peu d'optique, c'est-à-dire reprendre toujours la question de la responsabilité des scientifiques dans la diffusion de la connaissance vis-à-vis de la société, mais pas uniquement dans le cadre scolaire ou de l'enseignement formel. Je voudrais dire tout le bien, effectivement, de l'exposé, que je pense de l'exposé de Régis Debruyne sur le mammouth, qui était très remarquable à plusieurs points de vue, et notamment dans plusieurs des messages qu'il a fait passer. J'ai beaucoup apprécié sa notion de science par image, que je vais certainement réutiliser, et qui est beaucoup plus importante qu'elle peut avoir l'air par rapport à cet exposé qui était sur un ton assez léger. Parce que je dois dire que nous tous les chercheurs, nous sommes quand même sollicités de manière permanente pour faire de la science par image, ou en tout cas pour parler de la science dans des termes par image. Et ce qu'il a dit sur le fait que la confusion qui est entretenue entre clonage et séquençage, sur le fait qu'on va faire revivre le mammouth, il y a des chercheurs qui sont prêts à relayer ce message, mais ça c'est un exemple. Il y aurait des centaines d'autres messages de ce type qu'on nous prête ou qu'on nous aide à formuler parce qu'on nous dit c'est ça que veut entendre le public. Il y a un point très important, il s'est très clairement exprimé sur le fait que pour lui, cette idée de faire revivre le mammouth, d'abord c'est une aberration parce qu'il n'en a pas parlé, mais je veux dire, il y a, en plus du fait qu'il faut avoir toute la séquence d'ADN, mais ce n'est pas de l'ADN qui fait un organisme, c'est des chromosomes dans une cellule avec des mitochondries, avec un cytoplasme. Enfin, c'est d'une telle complexité que peut-être qu'un jour on y arrivera. Mais même à la limite, je dirais que ce n'est pas une bonne idée et que ça ne serait pas très bon qu'on y arrive. Parce qu'il faut faire très attention au message que nous faisons passer. Le message qui passe à travers ces déclarations, il va figurer en toutes lettres dans un livre qui est en cours d'édition au Muséum, qui est une thèse d'un historien des sciences, M. Delors, sur les extinctions. Où il nous explique en long et en large l'histoire des extinctions, c'est très documenté en histoire des sciences, et puis dans le dernier chapitre, il nous dit « mais tout va bien, d'accord,
D'accord, il va y avoir la moitié de la biodiversité qui va s'éteindre au cours du XXIe siècle, peut-être 90%, on n'en sait rien, mais on va faire revivre les espèces. Il y a de l'ADN dans des tubes, bientôt on va pouvoir reconstituer les génomes, et tout va bien, donc ne nous inquiétons pas. Or, c'est ce message de déni que toute la société nous demande en permanence de faire passer, que ce soit à travers les parcs nationaux qui vont sauver les espèces, que ce soit avec les différentes méthodes de gestion, ou avec des messages complètement débiles que toute la société scientifique a reprises à son compte. On va arrêter l'érosion de la biodiversité avant 2010. Que toute une communauté scientifique puisse accepter de prêter sa voix à un message comme celui-ci, c'est honteux. J'estime que c'est honteux. Parce qu'effectivement, le message que nous faisons passer quand nous disons il va y avoir 50% d'extinction ou 30%, etc., c'est un message pessimiste. Mais depuis quand est-ce que l'optimisme serait une qualité scientifique ? Comme disait, j'ai oublié quel philosophe très connu, parce que je perds la mémoire des noms à mon grand âge, mais ce qui est important, ce n'est pas de rire ou de pleurer, c'est de comprendre. C'est Spinoza, excusez-moi. Ce qui est important, c'est ni de rire ni de pleurer, c'est de comprendre. Et notre rôle de scientifique, c'est de dire ce qui est, et pas ce qu'on attend de nous, et pas un message rassurant ou plaisant. Il faut le dire, et c'est justement pour des gens qui travaillent sur l'évolution, c'est d'une grande importance. Il y a eu des extinctions depuis le début de la vie, et actuellement, on est dans la crise des extinctions la plus importante que la planète ait connue, et elle est causée par l'homme. C'est désagréable comme message, ça ne fait pas plaisir. Bon, eh bien, qu'on nous apporte des informations qui nous montrent que ce n'est pas vrai. Mais on ne peut pas dire on va faire revivre le mammouth, on va arrêter l'érosion avant l'an 2010, etc., etc. Et ça va bien plus loin. Je pense que cette histoire de science Paris Max, ça nous interpelle. Il a bien montré une autre chose dans son exposé que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est que, par exemple, il y a énormément d'argent pour la recherche. Bon, cet argent, il faut quand même demander d'où il vient. Il vient de la recherche militaire, il vient de l'industrie, il vient des États. Bon, quand on nous dit qu'il faut explorer la vie dans les autres planètes, sujet extrêmement urgent, alors que la vie est en train de s'éteindre sur la nôtre de planète, il n'y a pas un centième ou un millième des budgets qui sont consacrés à la recherche de la vie dans les exobiologies, de ce qui est consacré à l'inventaire simplement des espèces de notre planète avant qu'elles soient toutes éteintes, ou en tout cas qu'une grande partie d'entre elles sont éteintes. Mais il a bien montré une autre chose, c'est qu'il y avait de l'argent. Où est-ce qu'il y a de l'argent ? Dans tout ce qui est consommateur de techniques lourdes. Vous savez tous qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir 200 000 € pour un gros appareillage ou n'importe quelle technique très coûteuse que pour des salaires, pour des missions, des congrès ou du travail de tous les jours. En fait, c'est une partie de ces budgets considérables qui sont investis dans des programmes dont les vrais buts sont peut-être d'ailleurs tout à fait ailleurs, parce que finalement, envoyer toutes ces fusées dans l'espace, c'est peut-être très utile aussi pour espionner la planète ou préparer des bombardements. C'est peut-être plus utile que pour l'exobiologie. Mais enfin, ça, c'est une autre question. De même que quand on travaille beaucoup sur l'ADN, sur la morphométrie géométrique, sur toutes ces choses-là avec des financements de l'OTAN, ça n'a peut-être pas aucun rapport avec le fait qu'on est en train de ficher tous les individus de la planète et de pouvoir les retrouver dans des buts policiers ou militaires. Bon, tout ça, ce sont des remarques en passant. Mais le fait qu'il y ait ces énormes budgets, c'est pourquoi ? Comment elle fonctionne, notre société ? Elle fonctionne d'une manière telle que l'argent qui est investi dans les techniques, il n'est pas perdu pour tout le monde, puisqu'il y a quand même des actionnaires derrière les entreprises qui fabriquent les techniques. Alors que si on met ça dans des salaires, finalement, ça n'intéresse pas beaucoup le fonctionnement de base de notre société. Voilà quelques réflexions que je voulais lancer. Simplement, c'est jamais un scientifique qui a dit qu'on allait arrêter l'érosion de la biodiversité. C'est sorti en fait du monde strictement politique. D'abord, on avait dit au départ, on va la freiner, puis après, l'Europe a repris, a surenchéri, on va arrêter. Mais il n'y a aucun scientifique qui a jamais dit ça. Et personne n'y a souscrit non plus. D'ailleurs, on ne le fera pas. C'est impossible, de toute façon. Oui. Oui, ça va changer un peu de sujet, désolé. Mais dans... Plus fort. Oui, alors plus fort.
Oui, je change un peu de sujet, mais je reviens au programme. Dans le programme de Terminal S, après la phylogénie des vertébrés, l'exemple qui est enseigné, c'est l'évolution de la lignée humaine. Et tous les enseignants que je rencontre me disent, oh là là, quand il faut qu'on parle d'illustrer l'évolution avec la lignée humaine, on a peur, quoi. On a ce buisson. Avant, on fait de la phylogénie, après, on a un buisson. Et ils sont un peu inquiets d'enseigner l'évolution avec cet exemple de la lignée humaine, parce que finalement, c'est très, très confus. Et il y a aussi un petit côté science Paris Match, parce qu'en fait, ça change tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais il y a des choses comme ça. Et moi, j'ai l'impression que, finalement, cet exemple-là, ça ajoute un peu de la confusion. Et c'est peut-être aussi pour ça que les étudiants, ils se retrouvent en licence avec des visions très très floues sur des choses de l'évolution. Et moi j'ai l'impression que certains enseignants seraient bien rassurés d'enseigner l'évolution des oursins plutôt. Même si elle est vachement compliquée aussi. Vive les oursins! Mais bon, sur les oursins, je veux défendre, moi qui suis biologiste marin, je veux défendre mes oursins. En fait, ils n'ont pas été étudiés pour leurs beaux yeux aux oursins, ni pour leurs spicules. Hein. Ce sont des super modèles et je pense que c'est un aspect intéressant par rapport à la biodiversité. Et ce qui a été, à mon avis, une des grandes erreurs de la biologie moderne, c'est qu'on a travaillé sur trop peu de modèles. En fait. Aujourd'hui, j'ai plein de collègues qui ne connaissent que 2 espèces sur les 2 millions décrites, Homo sapiens et le petit animal. Et quand je gratte souvent, après des discussions avec eux, je gratte, je me dis, moi j'imagine la droso, j'imagine le ver de terre, j'imagine le coléoptère tout à l'heure de Michel. Non, c'est la souris knockout, c'est la souris transgénique. Elle n'est même pas normale, elle est transgénique. Et je pense que si on reste effectivement sur une vision de la biodiversité aussi lamentable que cela, si vous me permettez le terme, on va face à des grands déboires. Et justement, les méthodes modernes sur l'unificité du monde vivant qu'on évoquait tout à l'heure nous permettent de toucher à un tas de choses différentes aujourd'hui. Et plus on revient effectivement à une diversité de modèles et aux questions qu'on se pose là, et mieux on avance, y compris vers des aspects de thérapie humaine, soit qu'on ait ça comme dessin intelligent au départ. Je voudrais poser une question à tout le comité d'organisation, que je remercie pour cet intéressant colloque. Il y a un thème qui est soutenu par les instances qui orientent la recherche à l'heure actuelle, c'est le thème de la biologie synthétique. Je voulais savoir ce que vous en pensez tous dans le cadre de l'évolution des organismes, parce qu'il semble que la France soit très en retard dans ce domaine et que l'effort sera mis pour développer la biologie synthétique. Donc on peut trouver une définition dans un article de François Képès dans le dernier numéro de Médecine et Sciences. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Michel, je peux répondre? On ne broche pas tellement à du synthétique. Oui, mais il y a de l'argent pour plein de choses. Vous savez, tout à l'heure, on est parti à la cellule, on nous a montré plein d'organismes très compliqués, et puis à la fin, l'orateur nous a montré une cellule. Mais la cellule, déjà, elle est horriblement complexe, en fait. Et lorsqu'on met bout à bout toutes ces connaissances, en fait, moi, souvent, on peut mettre tous les ohms en même temps, ça ne fait pas une cellule. Donc, ce qui veut dire qu'on est encore bien loin de ces visées particulières. Et qu'on y mette de l'argent, on ne changera pas grand-chose. Qu'ils essayent de se développer, mais je ne pense pas que ça arrive à grand-chose, en fait. C'est comme, je suis d'accord avec mon collègue sur l'exobiologie aussi. Bon. Mais il ne faut quand même pas imaginer que les crédits qui sont mis là-dessus sont absolument si effrayants que ça. Disons que pour la biologie synthétique, il y a des crédits, hein, ça coûte très cher, mais il y a beaucoup d'entreprises privées qui sont à la source de ce financement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout de la recherche qui est faite par des boîtes de biotech, hein, du point de vue du fonds, j'entends, hein, des fonds qui les nourrissent. Oui. Alors, sur le plan de faire fonctionner une cellule de synthèse, pour l'instant, ça marche pas terrible, on va dire. Pour ce que ça pourrait apporter sur le fondamental, j'exclus pas que ça puisse, a priori, apporter sur le fondamental. Mais bon, pour l'instant, c'est pas. Ça relève beaucoup plus de la science consommatrice, effectivement, Oui, ça relève beaucoup plus de la science consommatrice de produits hautement dérivés sur le plan technologique, hein, que d'autres choses. Oui. J'aimerais revenir sur le terme hasard qui a été utilisé tout à l'heure, parce qu'il me semble central et qu'il y a au moins deux façons totalement différentes de l'utiliser.
et qui semble sous-jacent à d'autres questions qui ont été posées. Un peu comme Jacques Monod l'a posé, les calculs de probabilité, c'est très improbable, et l'homme est étranger dans l'univers. Ça, c'est une façon de calculer et de dire que le développement de l'évolution se fait comme dans une sphère. En fait, c'était l'image, paraît-il, donc au départ de Darwin avec le buisson, les coraux, qui était tridimensionnel dans toutes les directions. Mais l'autre façon de penser, on a l'impression que souvent les deux façons totalement contradictoires coexistent, mais ne sont pas explicitées. C'est de dire qu'au départ, il y a une Terre, qu'elle se refroidit selon des lois, qu'ensuite il y a des organismes, des molécules qui apparaissent, des molécules organiques. Bon, vous voyez l'argument où je veux en venir, etc. Et ensuite, il y a des bactéries, et ensuite, et tout ça, ça suit des lois. Et cette question n'est pas récente, puisque Kolliker l'a très explicitement soulevée en 1880, je ne sais plus, en posant cette question, enfin, vis-à-vis du darwinisme. Et en fait, il faisait le reproche à Darwin qui n'était pas embryologiste, donc il n'était pas au contact des règles du développement embryonnaire. Tous les embryologistes savent très bien que le développement embryonnaire suit des règles. Bon, et s'il suit des règles, le développement des espèces suit aussi des règles. Seulement, on ne connaît pas les déterminismes des niches, on ne connaît pas le climat, on ne connaît pas les détails de la causalité. Donc on pourrait dire ça suit le hasard, mais un hasard, c'est un terme par défaut, parce que si on connaissait toutes les déterminations, on pourrait voir le développement de l'évolution des espèces. Voilà. C'est en gros deux positions totalement opposées. Ça rappelle un petit peu l'image de Gould. Si on pouvait remonter le film, si on se repositionnait au début au Cambrien et qu'on relâche la pellicule, est-ce que l'évolution se passerait exactement de la même façon? Et est-ce que l'homme arriverait? Et est-ce que, etc., etc. C'est simplement oui, mais c'est une bonne question. Alors ensuite, voilà. Alors, la question est de savoir si l'astéroïde tomberait ou ne tomberait pas. Certains pensent que tout est déterminé. Alors là, ça devient très difficile, enfin, pour certains. Et d'autres pensent que l'astéroïde ne tomberait pas il y a moins 65 millions d'années, et qu'aujourd'hui on ne serait pas là, mais qu'il y aurait peut-être bien des êtres pensants qui seraient des dinosaures ou des reptiles. C'est une question ouverte. Hein. Oui, une petite anecdote plaisante, néanmoins vraie. J'ai, disons, un ami, je ne sais pas très bien ce qu'il pense de l'évolution, il y croit peut-être partiellement, mais comme il adore provoquer les gens, et ensuite il se cache derrière sa provocation pour ne pas donner son opinion personnelle. Enfin, je le perçois comme ça. Il raconte toujours ça, enfin, c'est pas une histoire, il dit toujours la chose suivante. En gros, je pense qu'il doit croire à la micro-évolution, mais pas à la macro-évolution, comme on dit. Il dit la chose suivante. Je croirai à l'évolution le jour où mon chien pourra jouer aux cartes avec moi. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est l'évolution de l'île du docteur Moreau, en quelque sorte. C'est-à-dire l'évolution résumée dans un seul organisme, un seul individu à un moment donné. Et quand j'essaie de lui montrer des machins et tout, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Il refuse de lire et voilà. Oui, moi, c'est un petit témoignage en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que toute discipline scientifique nécessite un langage. Nous, en SVT, nous avons un langage, un formalisme qui utilise le langage naturel. Or, à la différence du langage mathématique qui se trouve utilisé dans d'autres disciplines. Et ce qui est relativement inquiétant, c'est qu'au niveau notamment des personnes que nous avons en face de nous et des étudiants, il y a de plus en plus une pauvreté du langage, une pauvreté quant à la connaissance et au sens des mots, où ils utilisent un mot pour un autre en disant c'est exactement la même chose. Et il s'avère qu'au niveau de tout ce qui est la biologie évolutive, il y a eu intrusion à travers l'approche cladistique de tout un nouveau vocabulaire qui fait que non seulement au niveau des collègues, mais au niveau également
des étudiants, c'est une panique la plus totale. On se retrouve devant une bagarre entre les anciens et les modernes. Alors je sais que Lecointre a fait un ouvrage pour essayer de distiller le vocabulaire, comprendre et enseigner cette nouvelle discipline. Ce n'est pas encore passé dans les mœurs et je voudrais savoir au bout de combien de générations éventuellement sera accepté que les reptiles n'existent plus, que les oiseaux sont des dinosaures et que les poissons, de toute façon, on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est tellement paraphylétique ou autre que vraiment c'est une aberration que de le dire. Donc c'est un véritable problème parce que bon, c'est de nouveau le problème de tout ce qui est phylocode et nomenclature traditionnelle. Et là, on a un véritable problème. Et par rapport à essayer de transmettre justement des idées relativement claires par rapport à des idées forces qu'est l'évolution, là, c'est très difficile. Une bonne partie de l'activité de ces derniers temps a consisté à justement aller voir les enseignants pour leur expliquer où sont les enjeux. Parce que les problèmes que vous citez, je fréquente beaucoup le corps enseignant, il n'y a pas un mois où je ne fais pas une formation. La plupart du temps, ils font des nœuds avec des choses avec lesquelles ce n'était pas la peine de faire des nœuds. Notamment, dans ce que vous avez dit, je le sens déjà. Il ne faut plus dire poisson, on n'a plus le droit. Il n'a jamais été question de ça. Non, ce qui est dit, c'est que qu'est-ce qu'une classification? Elle a un cahier des charges. Ça ne tombe pas du ciel, une classification. Il y a une intention du classificateur derrière. Et si nous sommes clairs avec l'intention du classificateur, utilisons les classifications, c'est-à-dire les concepts, en fait, aux endroits pour lesquels ils sont efficaces. On ne dit pas fruits de mer dans un labo de zoologie. Et pourtant, fruits de mer, c'est un concept classificatoire dans le registre utilitaire. Bon, je ne vais pas multiplier les exemples, mais vous m'avez compris. Donc, les élèves arrivent avec plein de concepts sur la biodiversité en tête, mais chacun de ces concepts ne se recoupe pas en termes de cahier des charges. Donc, le truc, c'est pas de dire faut dire poisson. Le truc, c'est qu'il faut dire poisson au moment où, effectivement, c'est utile de dire poisson. Et il faut dire actinoptérygien au moment où on veut parler de quelque chose de bien particulier, c'est-à-dire d'un groupe monophylétique. Bon, voilà. Quant au vocabulaire spécialisé, je ne sais pas si vous faites allusion au vocabulaire de la cladistique, il n'a jamais été question de faire apprendre ce vocabulaire au niveau du secondaire. Moi, je me suis toujours opposé. J'ai formé les enseignants aux concepts qui sont sous-jacents à notre compréhension de la biodiversité aujourd'hui, mais que je n'ai jamais plaidé à ce qu'on dise synapomorphie et symplésiomorphie, alors je ne sais pas quelle classe, terminale. Bon, en fait, c'est remettre la classification sur ses pieds en termes de démarche. C'est-à-dire que, je vous rappelle, vous savez d'où on vient, hein. On vient d'une époque où la classification était non dite, comme la science d'ailleurs, non dite. Donc du coup, on confondait clé détermination et classification. Déjà, l'opération cognitive de base n'était même pas identifiée, et ce qui permettait d'ailleurs de sauver de vieilles classifications anthropocentrées qui remontaient d'une époque où le cahier des charges n'était pas du tout celui qu'il y a depuis Darwin. Enfin, je ne vais pas recommencer une conférence, mais vraiment, il y avait du boulot. Alors, les formations d'enseignants aujourd'hui s'emploient à faire identifier aux enseignants où sont les enjeux. Et les enjeux, vous allez découvrir qu'ils ne sont pas biologiques, ils ne sont même pas méthodologiques, ils sont philosophiques. On ne peut pas faire de classification aujourd'hui dans l'essentialisme. Et ça, c'est Darwin qui nous l'enseigne, 1859. L'essentialisme spontané des élèves et des enseignants, et l'essentialisme qui s'inscrivait dans les classifications aux époques où nous apprenions par cœur des listes de taxons sans savoir jamais comment on les fait, eh bien, vous avez dans le public des réactions du style, et assez violentes d'ailleurs, du style « Oh, Lecointre, il nous emmerde, il n'y a plus de poissons, il se fout de ma gueule. La truite, elle est toujours là dans la rivière, vous vous foutez pas de ma gueule, la truite, je la vois. » Non, mais c'est le problème philosophique qui est sous-jacent, c'est que les gens confondent effectivement l'existence d'un objet et l'existence du concept qui regroupe plusieurs objets de la même ressemblance, on va dire. Bon. C'est aussi basique que ça. Hein. Le changement, il est là. Donc, ne pas faire des nœuds avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et il n'a jamais été question de parler de cladistique dans le secondaire. Enfin, je veux dire, pas au collège, en tout cas. Moi, à chaque fois qu'un hyper m'invite et me dit conférence, la systématique phylogénétique au collège, je dis non, changez-moi le titre. C'est pas... Classification au collège, ça suffit. Les changements de programme récents, c'est des réflexes philosophiques dont il s'agit de modifier, et pas de faire entrer les enseignants du collège dans une technicité qui, de toute façon, ne servirait à rien.
Je vais passer la parole à Michel. Pour vous rassurer, en anglais, tout est fish. Hein. Tout ce qui est dans l'eau est fish. Hein. Vous voyez, on peut aller comme ça très très loin. Elle prend très longtemps. Hein. De la jellyfish jusqu'au fish vrai, vous voyez un peu. Vas-y, Michel. Mais je pense que la prégnance du scientifique dans la culture est un fait intéressant et important. On ne peut pas le nier. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez cité le mot dinosaure, parce que c'est un mot qui n'existait pas jusqu'il y a 150 ans à peu près. C'est vraiment un mot créé par les scientifiques. C'est du grec, ça veut dire un gros reptile, hein, un gros lézard. Et les scientifiques l'ont défini. Le fait que les oiseaux se trouvent dedans, par définition, est un fait qui découle de là. J'admets que les gens rechignent à penser que les araignées ne sont pas des insectes, parce que le terme d'insecte et le terme d'araignée sont de très vieux termes, et les scientifiques, après, ont fait leur classification avec ça. Je dirais qu'à la limite, ça, c'est à peu près admis par les gens, d'ailleurs. Mais le fait de classer les oiseaux par les dinosaures vient du fait qu'au début, c'est un terme technique. Alors, ce qui est amusant, c'est que de nos jours, évidemment, personne n'a jamais vu de dinosaure, je signale. Le dinosaure est quand même un organisme qui est inféré de la recherche scientifique. Mais tout le monde sait à quoi ça ressemble. Visuellement, quand on dit dinosaure, tout le monde voit quelque chose. C'est intéressant, c'est cette capture d'un terme scientifique par la culture générale. Et quelque part, c'est une bonne chose. Ça veut dire que la science est présente, mais elle n'est pas présente sous les dehors les plus rigoureux, effectivement. Mais quelque part, il faut effectivement qu'on fasse avec, je crois. Il faut l'admettre. Il faut l'accepter pour pouvoir améliorer la vision de la science. Maintenant de terminer, je vais laisser le mot de la fin à Armand, là, maintenant, puisqu'il faut qu'on termine à 18h. Oui, c'est bien son droit et son mérite. C'est vrai que cette séance se termine. Je voudrais terminer par quelques mots, d'abord de remerciements à tous les acteurs de ces 3 journées. Je voudrais aussi peut-être très brièvement essayer de répondre à l'argumentation de monsieur sur le hasard. Parce qu'évidemment, c'est un problème qui fait tilt dès qu'il s'agit d'évolution. Alors, il me semble que, de ce point de vue-là, la comparaison que vous avez proposée entre l'ontogénèse et la phylogénèse, finalement, vous avez dit qu'il y avait des lois du développement, des lois de l'embryologie. On pourrait d'abord se demander d'où viennent ces lois. Ensuite, je crois qu'il faut bien faire attention, en matière d'évolution, à la nature même de la science dans laquelle nous travaillons. Il existe un certain nombre de sciences qu'on peut appeler des sciences nomologiques, c'est-à-dire des sciences qui recherchent des lois générales. Et selon la tradition épistémologique française, Marcellin Berthelot disait « il n'est de science que de lois ». Les sciences nomologiques, c'est typiquement la physique et la chimie, qui sont des sciences où le mode d'administration de la preuve est de type expérimental. Et effectivement, on peut arriver progressivement par cette méthode expérimentale qui a été si bien explicitée par Claude Bernard à, comment dirais-je, une administration de la preuve qui peut être considérée comme raisonnablement acceptable au niveau de ce qu'on peut appeler une véritable démonstration. Les sciences comme l'évolution participent pour une part de ces sciences nomologiques. On peut démontrer, par exemple, les transformations de tel gène dans telle circonstance soumis à telle pression sélective dans une cage à population, etc. Mais l'évolution n'est pas uniquement une science nomologique. C'est aussi, et peut-être avant tout, une science palétiologique, comme disait Whewell, un des mentors de l'épistémologie de Darwin, c'est-à-dire la science des causes du passé. Dans ce cas, le mode d'administration de la preuve ne peut pas être une preuve par la méthode expérimentale. Il nous reste un mode d'administration qui est celui de l'accumulation d'indices circonstanciels concordants. Et c'est exactement ce à quoi correspond la notion de monstration par opposition à la démonstration. Eh bien, il faut se satisfaire pour les sciences historiques de ce mode d'administration de la preuve qu'on peut considérer comme moins parfait que le mode démonstratif. Mais quand on fait intervenir les causes palétiologiques, les sciences qui sont structurées dans le passé, c'est-à-dire dans le développement du temps, eh bien, immanquablement, on est confronté au surgissement de l'événement aléatoire, de l'événement inattendu, et donc
à la prise en cause de quelque chose que, faute de mieux, on peut bien qualifier de hasard. L'histoire ne se répète jamais, on l'a très bien montré, chaque individu humain est unique, et je dirais pour conclure, aimer ce que jamais l'on ne verra deux fois. Merci beaucoup.